en bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Ces derniers jours, l'Amérique a fait ses adieux à plusieurs personnalités remarquables, des icônes dont l'impact se fera sentir pendant des générations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous honorons leur vie, leurs réalisations et l'héritage qu'ils laissent derrière eux. Si l'une de leurs histoires vous a touché, veuillez laisser un like pour aider à maintenir leur mémoire vivante. Merci d'être ici. Commençons maintenant. John Lodge, musicien, compositeur et bassiste de longue date du groupe de rock légendaire The Moody Blues, est décédé le 10 octobre 2025 à l'âge de 41 ans. Né en 1945 à Birmingham, en Angleterre, Lodge a développé une passion pour la musique dès son plus jeune âge, apprenant la guitare et la basse, avant de rejoindre la scène rock britannique en plein essor des années 1960. Il est devenu un membre fondateur des Moody Blues, contribuant à façonner leur son distinctif qui mêlait rock, influences classiques et riches harmonies vocales. Au fil des décennies, Lodge a contribué à des albums emblématiques tels que Days of Future Past, In Search of the Lost Chord et Seventh Sojourn, coécrivant de nombreuses chansons les plus populaires du groupe. Ses lignes de basse et ses compositions ont contribué à définir le rock progressif, tandis que ses performances sur scène ont apporté à la fois énergie et précision aux concerts légendaires du groupe. En dehors de la musique, Lodge a mené une vie personnelle relativement privée. Il était marié et avait des enfants, conciliant tournées et enregistrements avec ses engagements familiaux. Ses collègues se souviennent de lui pour son professionnalisme, sa créativité et son esprit de collaboration qui ont permis aux Moody Blues de rester ensemble pendant plus de 50 ans. L'influence de Lodger continue à travers la musique qui a inspiré des générations de musiciens et de fans. Son héritage perdure dans chaque note jouée, chaque album pressé et chaque salle de concert où ses chansons sont interprétées. La vie de John Lodge a été définie par son dévouement à la musique. Et on se souviendra de lui comme d'une pierre angulaire de l'histoire du rock. Commentez 41, son âge, ou écrivez RIP John Lodge pour honorer le musicien qui a façonné le son d'une génération. Jim McNeely, connu dans le monde entier comme pianiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz qui a fait découvrir la musique moderne des grands orchestres à un public mondial, est décédé le 26 septembre 2025 à l'âge de 75 ans. Sa carrière a pris son envol dans les années 1970 avec le Thad Jones Mel Lewis Orchestra, où son travail au piano était admiré pour sa clarté, son élégance et sa profondeur. Il a rapidement rejoint le Stan Getz Quartet et le Phil Woods Quintet, des ensembles où ses improvisations réfléchies et ses voicings précis ont élevé la musique. Les musiciens appréciaient sa capacité à apporter à la fois discipline et spontanéité, ce qui a fait de lui un pilier de la scène jazz mondiale. Les contributions de McNeil se sont étendues bien au-delà des États-Unis. Il a été chef d'orchestre du Frankfurt Radio Big Band pendant plus de 10 ans, a collaboré étroitement avec le Danish Radio Big Band et a beaucoup travaillé avec le Vanguard Jazz Orchestra à New York. Ses compositions, telles que celles de Group Therapy 1992 et Barefoot Dances and Other Visions 2018, ont été nominés aux Grammy Awards et sont considérés comme des œuvres déterminantes du répertoire moderne des grands orchestres. Né le 18 mai 1950 à Chicago, dans l'Illinois, il a étudié à l'Université de l'Illinois avant d'entamer une carrière professionnelle qui a duré plus de 5 décennies. Il est ensuite devenu un enseignant très respecté à la Manhattan School of Music, formant de jeunes musiciens qui portent aujourd'hui son influence sur tous les continents. Partagez votre respect, commentez 75 ou écrivez RIP Jim McNeely pour honorer un pianiste dont l'influence s'étendait des scènes locales au monde international du jazz. Mike Greenwell, un joueur de chant extérieur, vétéran des Red Sox de Boston et un membre clé de l'équipe de la fin des années 1980 au début des années 1990, est décédé le 9 octobre 2025. Il avait 62 ans. Choix de deuxième tour lors du repêchage de 1982, Greenwell a atteint les ligues d'orgue majeures en 1985 et est resté avec Boston toute sa carrière.
Surnommé Gator, il est rapidement devenu un frappeur fiable et un joueur de champ gauche solide. Son sommet est survenu en 1988 lorsqu'il a frappé pompon en 325 avec 22 coups de circuit et 119 points marqués, remportant les honneurs de Silver Slugger et terminant deuxième au scrutin du joueur le plus utile de la ligue. En 12 saisons, il a réussi plus de 1300 coups sûrs, une moyenne au bâton de pound 3 en 3 et a été nommé 2 fois All-American avant de prendre sa retraite en 1996. Né à Louisville, au Kentucky, en 1963, Greenwell a continué à jouer au baseball après sa retraite, dirigeant l'entreprise familiale et ouvrant plus tard un parc de sport motorisé en Floride. Ses amis et collègues se souviennent quand de lui comme d'un joueur constant et terre-à-terre, un joueur qui vivait simplement mais qui suscitait toujours un respect durable. La carrière de Mike Greenwell est un chapitre de l'histoire des Red Sox et un rappel de la loyauté envers l'équipe. Ses contributions sont inscrites dans les registres de Boston, dans la fierté de sa famille et dans les souvenirs des fans qui ont suivi son parcours. Ceux qui souhaitent se souvenir de lui peuvent partager le numéro 39, le numéro de maillot qu'il portait au Fenway Park, ou écrire « RIP Mike Greenwell » pour commémorer sa vie et sa carrière. Sonny Curtis, dont la plume et la voix ont contribué à définir la musique rock et country américaine, est décédé le 19 septembre 2025. Il avait 87 ans. Pendant 60 ans, Curtis n'a jamais été loin du cœur battant de la musique populaire. En 1959, après le décès soudain de Buddy Holly, Curtis est intervenu auprès des Crickets, aidant le groupe à aller de l'avant et veillant à ce que leur son ne s'éteigne pas dans le silence. De là, il a écrit des chansons qui sont devenues intemporelles. I Fought the Law, reprise par d'innombrables groupes, mais immortalisée par The Clash. Et Love is All Around, le thème joyeux du Mary Tyler Moore Show, qui a fait son chemin dans les foyers américains pendant des années. Né le 9 mai 1938 à Meadow, au Texas, Curtis a pris la guitare à l'adolescence et a surfé sur la première grande vague du rock and roll. Sa carrière a combiné l'écriture de chansons, l'enregistrement et la performance, se déplaçant avec fluidité entre les genres. Des mondes-stars comme Andy Williams et les Everly Brothers ont fait connaître ses paroles à un public encore plus large, prouvant l'universalité de ses mélodies. Curtis n'a jamais recherché la célébrité comme les stars qui chantaient que son œuvre. Au lieu de cela, il s'est comporté avec humilité et grâce. Admiré par ses pairs et ses fans pour sa brillante discrétion, il représentait le rêve du compositeur d'écrire une musique qui durerait plus longtemps que le nom qu'il a porté. Et il a réussi. Ses chansons sont encore chantées, encore jouées, encore vivantes. Son héritage ne réside pas seulement dans les notes qu'il a laissées derrière lui, mais aussi dans le rappel que le véritable talent artistique est intemporel. Commentez 87 son âge ou écrivez RIP Sonny Curtis pour vous souvenir de l'homme dont la musique continue de résonner à travers les générations. Joan Bennett Kennedy, pianiste, défenseur social et ancienne épouse du sénateur Edward Kennedy, est décédée le 8 octobre 2025 à l'âge de 88 ans. Née en 1936, Joan a pratiqué le piano classique dès son plus jeune âge, une discipline qui est restée sa source d'équilibre à travers les turbulences de la vie publique. En 1958, elle épouse Edward Kennedy et entre dans l'une des familles les plus observées d'Amérique, naviguant à travers des décennies qui ont apporté à la fois une notoriété nationale et une tristesse privée. Tout en élevant 3 enfants, Carrara, Edward Jr. et Patrick, elle a supporté le fardeau d'un examen minutieux constant tout en s'efforçant de conserver sa dignité et sa grâce. Sa plus grande marque en dehors de l'héritage Kennedy a été son plaidoyer. Ayant lutté contre l'alcoolisme, elle a choisi de ne pas le cacher, mais d'en parler candidement, contribuant ainsi à sensibiliser et à faire preuve d'empathie à l'égard d'un problème souvent passé sous silence. Après son divorce en 1982, elle a vécu plus discrètement, tout en continuant à se consacrer à la musique et aux causes qui lui tenaient à cœur. Sa force tranquille et sa volonté d'affronter les difficultés à sa manière lui ont valu le respect au-delà de l'ombre de sa célèbre famille.
L'histoire de Joan Bennett Kennedy n'est pas seulement une histoire de mariage et de politique, mais de résilience, d'honnêteté et de pouvoir durable de l'art. Elle laisse derrière elle un héritage défini par le courage et la vulnérabilité et une vie vécue avec une détermination discrète. Commentez 88, son âge, où écrivait RIP Joan Bennett Kennedy, pour réfléchir à une femme qui a affronté les épreuves de la vie avec honnêteté et qui a laissé derrière elle l'héritage tranquille de la force. Sir John, aumônière bien-aimée de l'équipe masculine de basketball de l'université Loyola de Chicago et symbole de foi, de résilience et d'esprit d'école, est décédée le 9 octobre 2025. Elle avait 106 ans. Née Jean Dolores Schmidt le 21 août 1919 à San Francisco. Elle a rejoint les Sœurs de la Charité de la Bienheureuse Vierge Marie dans sa jeunesse et a passé des décennies en tant qu'enseignante, administratrice et mentor. Son dévouement à l'éducation et au service a défini sa longue vie. Mais elle est devenue une figure nationale lors du tournoi de la NCAA de 2018, lorsqu'à l'âge de 88 ans, elle a inspiré des millions de personnes en tant qu'aumônière de l'équipe pour la course inattendue des Loyola Ramblers en demi-finale. Son esprit, sa chaleur et sa foi profonde ont fait d'elle une favorite des médias instantanément. Elle a publié ses mémoires « Wake Up with Purpose » en 2023, dans lesquelles elle partage ses réflexions sur la spiritualité, l'optimisme et l'apprentissage tout au long de la vie. Même dans ces dernières années, Sir John a continué d'assister aux matchs et d'envoyer des notes d'encouragement aux étudiants, incarnant l'esprit jésuite de service et de joie. Bien qu'elle n'ait jamais recherché la célébrité, son histoire a transcendé le sport, rappelant à la nation que l'espoir et la gentillesse ont un pouvoir intemporel. Sir June laisse derrière elle un héritage de foi pleinement vécu et de joie partagée librement. Sa vie reste un témoignage de la force de l'objectif et de la grâce durable de la croyance. Commentez 106, son âge remarquable, où écrivait Rip Sir Jean pour honorer une vie qui a élevé des générations. Brett James, un chanteur, compositeur et producteur de disques country dont l'influence a façonné Nashville pendant plus de 30 ans, est décédé le 18 septembre 2025 à l'âge de 58 ans. Né le 5 mai 1967 à Columbia, dans le Missouri, James est arrivé à Nashville au début des années 1990 et s'est rapidement bâti une réputation comme l'un des créateurs de tubes les plus fiables de la ville. Ses crédits d'écriture comprennent Who I Am de Jessica Andrews, Jesus Take the Wheel de Carrie Underwood, un hymne qui a remporté un Grammy, et Spend My Time de Clint Black. Son catalogue a été récompensé par la CMA, l'ACM et la Recording Academy, et plusieurs de ses chansons se sont retrouvées dans les palmarès populaires. En plus d'écrire pour les autres, James a sorti ses propres albums marqués par des histoires sincères et un son contemporain qui a trouvé un écho auprès du public. En tant que producteur, il était tout aussi respecté, guidant de jeunes artistes et aidant les vétérans à perfectionner leur art. Loin des projecteurs, James a gardé sa vie personnelle privée, mais ceux qui le connaissaient bien se souviennent de lui comme d'un mari dévoué et d'un père de 2 enfants. Ses collègues se souviennent de lui pour sa générosité, son humilité et son soutien constant aux autres membres de l'industrie. Brett James laisse derrière lui non seulement des disques à succès, mais aussi un héritage de talent artistique et de mentorat qui lui a assuré une place parmi les forces créatives les plus fiables de Nashville. Commentez 58. Son âge ou écrivez. Repose en paix, Brett James, en hommage à un compositeur qui a offert à la musique country certains de ses classiques les plus durables. Sol Sbar, homme d'affaires new-yorkais bien aimé et copropriétaire du légendaire Sbar's Market de l'Upper West Side, est décédé le 7 octobre 2025 à l'âge de 92 ans. Né en 1933 de parents immigrants ukrainiens, Louis et Lillian Sbar, qui ont ouvert leur petite épicerie fine en 1934, Sol a grandi entouré de l'odeur du café fraîchement moulu et du bavardage des clients fidèles. Grâce à sa vision et à sa persévérance, Sbar's a fait découvrir à des générations de New-Yorkais des fromages importés, du poisson fumé et des aliments artisanaux bien avant qu'ils ne deviennent populaires.
La philosophie commerciale de Sol était simple mais profonde. Traiter les gens honnêtement, bien les servir et ne jamais faire de compromis sur la qualité. Même dans ses 90 ans, il était toujours présent quotidiennement derrière le comptoir, saluant les habitués avec la même chaleur qu'il avait manifestée pendant des décennies. Pour ses clients, il était plus qu'un simple homme d'affaires. Il faisait partie de l'histoire du quartier, intégré au tissu même de l'Upper West Side. Il laisse derrière lui des enfants et des petits-enfants qui continuent de diriger ce bar avec la même intégrité qui a défini sa vie. L'héritage de Sol's Bar perdure dans chaque file d'attente matinale, chaque sac de grains de café et chaque sourire échangé de l'autre côté du comptoir. Si vous avez déjà franchi les portes de ce bar, goûté au café ou ressenti l'esprit new-yorkais dans chaque allée, prenez un moment pour vous souvenir de Saul's Bar, laissez un commentaire ou écrivez « Repose en paix, Saul's Bar, en mémoire de l'homme qui a fait de la bonne nourriture et de la bonne volonté une tradition new-yorkaise ». Anne B. Walker, dont on se souvient comme d'une pionnière dans le journalisme et la radiodiffusion, ainsi que comme d'une mentor pour les femmes d'affaires de Forbes, est décédée le 5 octobre 2025. Elle avait 88 ans. Walker a commencé sa carrière dans la presse noire de l'Ohio, où elle a trouvé sa vocation d'écrivaine et de rédactrice en chef. À une époque où la race et le sexe étaient des obstacles à l'entrée dans l'industrie des médias, elle est passée à la radiodiffusion et est entrée dans l'histoire en devenant l'une des premières femmes noires et présentatrice de nouvelles de la région. Sa voix était autoritaire, mais aussi représentative, donnant de la visibilité à ceux qui étaient exclus depuis longtemps des nouvelles grands publics. Son influence ne s'est pas limitée à la salle de presse. Walker a encadré de jeunes journalistes, a plaidé pour une plus grande diversité dans les médias et a finalement fondé une entreprise de médias qui a créé des opportunités pour de nombreuses autres personnes. Sa carrière dans les affaires a cimenté son engagement de longue date à amplifier les voix nouvelles et sous-représentées. Au fil des décennies, elle a reçu de nombreux prix pour le journalisme et le leadership communautaire. En plus des distinctions, ses collègues se souviennent d'une centrale discrète qui dirigeait avec détermination, intégrité et générosité. Elle a ouvert des portes, mais elle est également restée proche pour guider ceux qui les ont franchies. La vie d'Anne B. Walker reflétait une croyance dans le progrès par la persévérance. Si son travail ou son histoire vous touche, souvenez-vous d'elle aujourd'hui. Écrivez « Repose en paix » pour commenter 88 afin que nous puissions maintenir son influence en vie. Ken Jacobs, cinéaste visionnaire et pionnier du cinéma expérimental, est décédé le 5 octobre 2025 à l'âge de 91 ans. Né à Brooklyn, New York en 1934, Jacobs s'est fait connaître comme l'une des voix déterminantes du mouvement d'avant-garde américain. Dans les années 1960, ses œuvres audacieuses, notamment Blonde Cobra et Star Spangled to Death, ont mis le public au défi de repenser ce que le cinéma pouvait être. Refusant la narration et la structure traditionnelle, Jacobs a utilisé des images trouvées, des images surréalistes et l'improvisation pour transformer le cinéma en une expérience vivante de perception et de pensée. Au cours des 6 décennies suivantes, il a continué à réinventer son art. En tant que professeur de longue date à l'université de Binghamton, Jacobs a encadré d'innombrables cinéastes, les exhortant à explorer les limites de la vision et du sens. Ses projets ultérieurs, tels que Tom, The Piper Son et The Guests, ont étendu ses innovations au domaine du cinéma 3D et numérique, faisant de lui l'un des rares artistes à avoir fait le pont entre les époques analogiques et numériques, avec une égale maîtrise. Ses collègues et ses étudiants se souviennent de Jacobs comme d'un homme infiniment curieux, un penseur qui voyait le cinéma non pas comme un divertissement, mais comme une découverte. Son œuvre a brouillé la frontière entre la technologie et l'art, laissant derrière elle un corpus de films qui semblent encore radicaux aujourd'hui. L'influence de Ken Jacobs perdure partout où le cinéma ose se remettre en question. Pour vous souvenir de son héritage, écrivez RIP Ken Jacobs ou Comet 91 en hommage aux années de vision, de courage et de créativité qui ont changé le langage du cinéma à jamais.
Paul McCartney appartient à un échelon rare d'artistes dont l'être même a remodelé le paysage de la musique elle-même, non pas seulement par des accords et des mots, mais par des vérités qui percent l'âme. Sa voix est devenue plus qu'un son. Elle est devenue sonner le rythme cardiaque d'une génération. Sa guitare n'a pas seulement gratté des notes, elle a gravé des émotions dans la conscience de millions de personnes. Paul McCartney n'est pas seulement une légende, il est l'essence vivante de la musique moderne, il est l'homme dont les mélodies ont guéri des blessures invisibles, dont la voix a fait le pont entre des décennies et dont les chansons sont devenues des fils invisibles reliant d'innombrables vies. Il s'est élevé à des sommets où très peu de personnes se sont aventurées, non seulement sur les plus grandes scènes mondiales, mais aussi au centre du rythme du monde, de son défi, de sa tendre beauté. Chaque note qu'il a composée est devenue un souvenir partagé, chaque parole un point dans le tissu complexe de l'expérience humaine. Pourtant, derrière les applaudissements retentissants, derrière le charme éternel et le sourire omniprésent, il y a un homme enlacé dans des souvenirs qui continuent de faire mal. Sous l'héritage monumental se cache un être humain portant le poids de pertes que le temps n'a jamais complètement guéri. Ses blessures ne se sont pas estompées, elles se sont approfondies dans une solitude silencieuse. Aujourd'hui, à 83 ans, Paul ne porte pas seulement la gloire d'une vie. Il porte des absences, des batailles silencieuses et la présence implacable de l'amour et de la perte qui assombrissent l'âme. Ce sont là des vérités qu'aucun projecteur ne pourrait éclairer, les ombres invisibles qui l'ont accompagné à travers des décennies de triomphe. Avant de plonger plus profondément, prenez un moment pour reconnaître le cadeau extraordinaire qu'il représente. Un like, un signe de tête, une reconnaissance silencieuse d'un talent qui a transformé des générations. Bien avant que son nom ne résonne dans des arènes à guichets fermés, avant que le monde ne témoigne de l'éclat de son art, il y avait un garçon qui grandissait au milieu des vestiges fracturés de l'Angleterre d'après-guerre. Né le 18 juin 1942 à Liverpool, Paul est entré dans une ville marquée par les bombardements, où la faim se faufilait dans les rues et les ruines murmuraient des récits d'endurance. La famille McCartney ne vivait pas dans l'opulence, mais dans la persévérance tranquille de la survie, habitant le 20 Forthlin Road, une modeste terrasse dans le quartier d'Allerton. À l'intérieur de ces murs, il n'y avait pas de grandes possessions, pas d'instruments opulents, pas de confort somptueux, mais un trésor bien plus profond. Une famille soutenue par la musique, l'espoir et une promesse tacite de dignité. Mary, sa mère, une infirmière dévouée, incarnait à la fois le soin et l'épuisement, ancrant le foyer. Jim, son père, un musicien de jazz avec un piano droit usé, n'offrait pas de richesse, mais un rythme et un dévouement en cadeau, donnant ce que les pièces de monnaie ne pouvaient pas acheter, le langage de la musique. Les premiers trésors de Paul n'étaient pas des jouets ou des indulgences mondaines, mais les harmonies qui coulaient à travers les repas, les rires cousus dans les nuits d'incertitude et les notes obstinées des touches de piano qui se rebellaient contre le silence qui menaçait de les engloutir. C'est dans ce modeste creuset d'espoir et de musique qu'un garçon a appris que le son pouvait perdurer, que la mélodie pouvait survivre et qu'un être humain pouvait, à travers une chanson, toucher d'innombrables âmes. Mais en 1956, alors que Paul n'avait que 14 ans, l'équilibre délicat de sa jeune vie s'est complètement brisé. Mary, le cœur battant de leur foyer, a reçu un diagnostic de cancer du sein et en quelques semaines, elle était partie. Un instant, elle était là, le guidant de sa chaleur, et l'instant d'après, elle avait disparu de son monde. Elle était là, puis elle n'était plus là. Paul murmurait des décennies plus tard, sa voix toujours effilochée par le chagrin du garçon qui n'a jamais vraiment quitté son chevet. La perte de sa mère l'a privé non seulement de l'amour, mais aussi d'un sentiment de sécurité, laissant un vide si profond qu'il résonnerait dans sa musique pendant des années. Ce vide a été immortalisé dans le refrain obsédant de Let It Be, où Mère Marie n'était pas une figure biblique, mais la résurrection de la femme dont l'absence avait sculpté l'architecture de son âme. Après la mort de Mary, Jim McCartney a assumé le double rôle de mère et de père pour Paul et son jeune frère Michael. Tranquillement, résolument, il a transformé le deuil en musique, le désespoir en rythme. Avec patience et dévouement, il a enseigné à Paul les principes de l'harmonie, l'a encouragé à explorer tous les instruments à portée de main, canalisant inconsciemment
le chagrin en génie. Pour Paul, la musique n'a jamais été un passe-temps, c'était essentiel. La musique m'a sauvé, avouera-t-il plus tard, reconnaissant que sans elle, le silence oppressant de la perte l'aurait complètement consumé. Cette modeste maison de Fourth Lane Road, autrefois remplie de larmes et d'échos de chagrin, est rapidement devenue le pouls d'une révolution tranquille. À 15 ans, Paul a croisé un autre garçon tout aussi marqué par une perte précoce, John Lennon, dont la mère, Julia, était également décédée beaucoup trop jeune, beaucoup trop jeune. Sur des canapés usés, la guitare à la main, ils ont commencé à transformer le chagrin en mélodie, l'absence en hymne. Des chansons ont été écrites sur des planchers élimés, des voix s'élevant pour affronter le silence laissé par la tragédie, formant les premières étincelles de ce qui allait devenir les Beatles. Deux garçons, brisés mais défiants, ont chanté plus fort que leurs fantômes, allumant une flamme qui allait un jour mettre le monde en lumière. En 1995, le National Trust a restauré le 20 Fourth Lane Road en préservant son papier peint, son mobilier et son essence, l'érigeant en lieu de naissance d'une révolution musicale. Pour des millions de fans, c'est un lieu sacré. Pour Paul, c'est encore plus obsédant, un rappel que son extraordinaire fortune n'est pas née du privilège, mais du chagrin, de la chaise vide où sa mère était autrefois assise. De nuits qui ont exigé une résilience au-delà de ses années, l'enfance de Paul n'était pas un simple décor, c'était la forge de son art. La pauvreté, le chagrin et une détermination inébranlable sont devenus les matières premières à partir desquelles il a construit non seulement des chansons, mais aussi un empire. La gloire n'est pas arrivée en feu d'artifice, elle a commencé par la faim, la fatigue et la fumée amère des clubs où personne ne se souciait de qui ils étaient. À la fin des années 1950, Paul McCartney, à peine âgé de 16 ans, n'était pas encore reconnu comme un prodige. C'était un garçon qui portait une guitare plus lourde que son avenir. Épaule contre épaule avec John Lennon, ils assemblaient un groupe que beaucoup considéraient comme une entreprise frivole. Liverpool offrait peu de choses, si ce n'est la pauvreté et le ridicule. Pourtant, ils ont continué d'avancer, finissant par traverser la mer du Nord jusqu'à Hambourg, en Allemagne, une ville qui consumait les rêveurs et les recrachait dans le silence. Hambourg n'était pas une scène, c'était un creuset. Les garçons dormaient dans des arrière-salles sales derrière les boîtes de nuit, sur des matelas grouillants de poux, la tête bourdonnante du ronronnement néon qui se moquait de leur épuisement. Ils donnaient des concerts marathons durant 8 heures jusqu'à ce que leurs doigts saignent et que leur voix s'effiloche en chuchotement. Pour endurer, ils avalaient des stimulants bon marché qui passaient de main en main, leur corps se dirigeant vers l'effondrement. Les repas étaient des restes, le pain rationné et la faim était un compagnon constant. Paul a admis plus tard que ce n'était pas la gloire de la musique qui les soutenait, mais son absolue nécessité. Nous jouions parce que si nous nous arrêtions, nous étions finis, se souvenait-il. Le souvenir portant encore la piqûre d'une fatigue implacable, le public n'offrait aucun réconfort. Des marins ivres les huaient, les propriétaires de bars hurlaient des insultes à la moindre hésitation et les salaires, lorsqu'ils étaient perçus, couvraient à peine la survie d'une journée. Pourtant, malgré la brutalité, ces nuits les ont forgés. Paul s'est souvenu avec une clarté obsédante que Hambourg exigeait un choix, se rendre à la douleur ou l'endurer. Et ils ont enduré, à travers la faim, l'humiliation et des nuits qui semblaient infinies. Ce que les conservatoires enseignaient dans le confort, Hambourg le martelait dans le désespoir. Chaque doigt meurtri, chaque note éraillée, chaque cri méprisant de la foule est devenu une leçon de résilience et de courage. Alors que le groupe commençait à se solidifier en quelque chose de formidable, prêt à affronter le monde, la tragédie a frappé à nouveau, menaçant de défaire les fragiles fondations qu'ils avaient commencé construites avec tant de sueur et de courage. En avril 1962, Stuart Sutcliffe, leur bassiste original, l'ami proche de Paul et l'âme sœur de John, s'est effondré à la suite d'une hémorragie cérébrale à seulement 21 ans. Stuart avait autrefois choisi l'art plutôt que la musique, échangeant la basse contre son pinceau. Pourtant, sa présence persistait dans chacune de leurs répétitions, son rire était tissé dans leurs premiers jours. Sa mort a arraché plus qu'un camarade de groupe, elle a déchiré un trou dans leur identité. Pour Paul, c'était un autre écho cruel du chagrin qu'il portait déjà.
Le souvenir de la mort soudaine de sa mère, 6 ans plus tôt, a refait surface avec une brutalité limpide. La mère de Stuart, Millie, inconsolable, a pleuré en enterrant son fils unique, et dans son chagrin, Paul a vu un miroir de sa propre perte infantile. C'était comme si l'air avait quitté la pièce pour toujours, se souviendra plus tard Paul, le souvenir pesant sur lui-même des décennies plus tard. Dans ce silence, Paul a été propulsé dans le rôle qu'il n'avait jamais souhaité. La guitare basse, autrefois le fardeau de Stuart, est devenue la sienne. « Je ne voulais pas vraiment jouer de la basse », a-t-il admis. « J'avais l'impression d'être coincé à l'arrière. » Pourtant, de ce sacrifice réticent a émergé une révolution. Paul a commencé à traiter la basse non pas comme un arrière-plan, mais comme des lignes vocales qui chantaient aussi clairement que des mélodies. Transformant le rythme en poésie et remodelant à jamais le son du rock, de la rancune, il a sculpté la beauté, de la perte, il a créé l'invention. Ce que le monde appellerait un jour du génie n'est pas né du luxe, mais de la survie. Il est né de la fin de Hambourg, du ridicule de Liverpool, de la chaise vide où sa mère était autrefois assise et de la tombe d'un ami parti trop tôt. Les Beatles ne se sont pas construits uniquement sur le talent. Ils se sont construits sur des blessures, sur des nuits blanches qui ont refusé de les briser, sur le défi du désespoir lui-même. Et au cœur de tout cela, audaciously, il y avait Paul McCartney, un garçon qui a transporté chaque perte dans sa musique et a transformé chaque note en un pont assez solide pour porter non seulement lui-même, mais toute une génération. La fortune de Paul McCartney ne s'est jamais mesurée d'abord en argent, elle a été sculptée en chansons. Des chansons qui n'ont cessé de rapporter pendant qu'il dormait. Des mélodies qui ont survécu même aux nuits les plus sombres de sa vie. Mais le chemin vers ce catalogue, qui vaut aujourd'hui plus que de l'or, n'a pas été pavé d'éclats, mais de fins, d'épuisement et de cicatrices qui ne se sont jamais complètement refermées. De la fin des années 1950 aux années 1960, le parcours de Paul McCartney n'a pas été une ascension en douceur, mais une escalade à travers des ombres construites autant sur le rejet et la rivalité que sur le génie. Au plus fort de la Beatlemania, alors que des millions de personnes criaient son nom et que le monde semblait graviter autour de 4 jeunes hommes de Liverpool, Paul ne se contentait pas de se prélasser dans le rugissement. Il portait un poids qu'aucun jeune homme ne devrait porter. En tant que membre fondateur des Beatles, il était plus qu'un interprète. Il était le cœur battant de sa force créatrice. Yesterday, Hey Jude, Let It Be, Penny Lane, Blackbird. Ce n'étaient pas de simples chansons à succès, c'étaient des bouées de sauvetage, des hymnes pour des générations cousues dans des mariages, des funérailles, des révolutions et des nuits calmes en solitaire. Les studios d'Abbey Road sont devenus son temple, Cavendish Avenue, sa forteresse. Chaque parole, une autre brique dans l'empire du son qui survivrait un jour même à ses créateurs. Pourtant, chaque succès avait son prix. En 1967, la mort soudaine de Brian Epstein, manager, confident, point d'ancrage, a laissé le groupe à la dérive. Paul, âgé de seulement 25 ans, a été involontairement propulsé dans le rôle de leader. Le leadership, cependant, n'était pas une couronne, c'était un fardeau. Il a essayé de maintenir le navire à flot, mais chaque tentative l'a épuisé davantage. Alors que le lien avec John Lennon, autrefois soudé par le chagrin, a commencé à se fracturer, Ringo Starr, toujours le rythme constant, a essayé de maintenir le rythme. Mais même sa chaleur n'a pas pu apaiser la tension croissante. Les chansons autrefois nées de l'unité portaient maintenant des duels cachés. L'optimisme scintillant de Paul dans Penny Lane s'est heurté à l'introspection hantée de John dans Strawberry Fields Forever. Ce que le monde célébrait comme du génie commençait au sein du groupe à ressembler à un adieu. Et puis vint la blessure la plus étrange de toutes, la conspiration de 1966 selon laquelle Paul était mort. Une rumeur folle insistait sur le fait qu'il était mort dans un accident de voiture et qu'il avait été remplacé par un sosie. Les fans ont épluché les paroles, les pochettes d'albums et les pistes à l'envers à la recherche de funérailles secrètes. Pour Paul, vivant et respirant, c'était un théâtre grotesque. Regardant le monde le pleurer en temps réel, disséquer son visage, remettre en question son existence. Plus tard, il a admis que les cicatrices étaient plus profondes que ce que les tabloïds ont jamais laissé entendre. Vous vivez votre vie et soudain les gens disent que vous n'êtes
Pas vous. Cela vous fait quelque chose ? A-t-il réfléchi ? Être vivant alors que le monde insistait sur le fait que vous étiez parti laissait des blessures. Les applaudissements ne pouvaient pas les refermer. Alors que les projecteurs brillaient de plus en plus fort, les ombres s'allongeaient. Le génie, oui, l'immortalité peut-être, mais à un prix que lui seul pouvait calculer. Il avouera plus tard avec clarté, la gloire n'a jamais été le but. La musique l'était, mais la musique avait un prix. Derrière chaque ovation attendait le silence. Derrière chaque rideau, un péage. Et derrière les ailes se tenait Paul McCartney, regardant les secondes s'égoutter jusqu'à ce que le bruit meure, aspirant à une paix que seule une mélodie pouvait donner. Mais la paix n'est jamais venue. L'effondrement des Beatles n'a pas été un coup de tonnerre, c'était un lent et douloureux dénouement. Sans Brian Epstein, l'unité s'est effilochée en suspicion. Paul, toujours pragmatique, a essayé de recoudre les coutures, mais chaque fil s'est cassé. En septembre 1969, John Lennon a chuchoté qu'il partait. Pour Paul, alors âgé de 27 ans, c'était comme si la Terre elle-même avait quitté son axe. Le public ne l'apprendrait que le 10 avril 1970, lorsque Paul a confirmé l'inimaginable. Les Beatles sont finis. Des millions de personnes ont halté. Pour Paul, c'était pire que le chagrin. Les Beatles, c'était ma famille, a-t-il admis des années plus tard. Les perdre, c'était comme me perdre moi-même. En Écosse, il s'est retiré dans sa ferme, les champs s'étendant à l'infini, mais n'offrant aucune échappatoire. Il engourdissait la douleur avec de l'alcool, errait sans but, sa guitare silencieuse sur ses genoux, se demandant si la musique elle-même avait encore un sens. Son désespoir s'est répandu dans le son. Too many people. Une pique acérée à John a déclenché une réponse impitoyable de Lennon. Pas de la musique, mais des duels mis en musique. Pour le monde, c'était un spectacle. Pour Paul, c'était un chagrin déguisé en art. Il a avoué plus tard que le silence après ces batailles était ce qui faisait le plus mal, pas les critiques acerbes, mais l'absence de rire. Les harmonies manquantes qui définissaient autrefois son âme. Les Beatles n'avaient jamais été qu'un groupe, ils étaient un miracle. Et quand ce miracle a pris fin, la lumière s'est estompée, non seulement pour des millions de personnes, mais aussi à l'intérieur de Paul McCartney lui-même, l'empire des chansons a perduré. Oui, mais l'homme qui les a mises au monde s'est retrouvé à contempler un vide. Les applaudissements ne pourraient jamais le remplir. Émergeant des ruines des Beatles en 1970, Paul McCartney s'est retrouvé plongé dans un silence plus étouffant que le rugissement de n'importe quel stade qu'il avait jamais conquis. La séparation n'était pas simplement la fin d'un groupe, c'était l'implosion d'un sanctuaire, le dénouement d'une fraternité et le vol de l'identité qu'il portait depuis qu'il était un garçon serrant une guitare à Liverpool. À 28 ans, Paul était mis à nu. Pour la première fois depuis l'adolescence, il n'y avait pas de Lenin à ses côtés, pas de George ou de Ringo derrière lui, pas de bannière des Beatles pour le protéger de la tempête. Il se tenait seul, fixant son propre reflet, hanté par une question qui coupait plus profond que la gloire. Pouvait-il survivre en tant que simple Paul McCartney ? La même année, se noyant dans le chagrin et la désorientation, il ne s'est pas retiré dans un palais, mais dans les limites de son propre studio à domicile. Entouré de silence et de la faible odeur du bois humide, il a reconstitué McCartney, un album enregistré presque entièrement en isolement. Il a joué de tous les instruments lui-même. Chaque note n'était pas un spectacle pour le monde, mais un plaidoyer pour lui-même, une confession chuchotée à travers la mélodie, un acte fragile de survie. Les critiques en 1970 ont ricané, le qualifiant d'inachevé, d'auto-indulgent, d'une pâle ombre de ce qui avait été. Mais le temps adoucirait le verdict. Des décennies plus tard, ces mêmes sons bruts ont été réinterprétés comme ce qu'ils étaient vraiment. Le cœur battant sans phare d'un homme osant construire de l'art à partir de ruines, refusant de laisser le silence l'enterrer. En 1971, les blessures de la loi étant encore vives, Paul s'est tourné vers la seule constante qui stabilisait son esprit, sa femme, Linda. Ensemble, ils ont créé Ram, y déversant à la fois espièglerie et douleur. À sa sortie, les critiques ont frappé à nouveau, le qualifiant d'éparpillé, de fantaisiste, voire de trivial comparé à la grandeur des Beatles. Les journaux se sont moqués de lui,
Les critiques se sont demandé si le plus grand auteur-compositeur de sa génération avait déjà épuisé son génie. Pourtant, l'histoire a une fois de plus réécrit le jugement. Avec le temps, Ram a été revu comme révolutionnaire, ses bizarreries révélées comme de l'inventivité, sa tendresse comme de la vulnérabilité, son départ sans peur de la nostalgie des Beatles comme la preuve même de la réinvention. De ce creuset, Paul a allumé un nouveau feu. En 1971, avec Linda et le guitariste Denny Laine, il a formé Wings, non pas pour imiter son passé, mais pour se frayer un chemin vers une nouvelle identité. Mais l'ascension a été impitoyable. Wings a vacillé avec des changements constants de formation, des critiques hostiles, un public sceptique à l'égard d'un Paul dépouillé de l'ombre de Lenain. Derrière les lumières de la scène, le poids financier s'est fait plus lourd. Sans le coussin de la sécurité des Beatles, Paul a financé les répétitions, acheté du matériel, financé des tournées interminables. Plus d'une fois, les coûts de la route se sont épuisés plus vite que l'argent des billets n'est rentré. Il a avoué plus tard, avec une honnêteté lasse, le fantôme de Lennon-McCartney planait sur tout. Chaque morceau enregistré par Wings était mesuré par rapport au mythe impossible de Yesterday. Chaque parole était un duel avec la mémoire. Mais Paul a persévéré, non pas par certitude, mais par résilience, par amour, par une fin désespérée de prouver que sa musique comptait toujours. Puis vint 1977. Paul avait 35 ans, marqué par des années de doute et de ridicule lorsque le destin a répondu. Wings a sorti Mall of Canaire, une simple ballade née des falaises écossaises où il s'était autrefois caché du chaos assourdissant de la gloire. La chanson n'a pas seulement réussi, elle a brisé l'histoire musicale de la Grande-Bretagne, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires rien qu'au Royaume-Uni. Elle est devenue le single le plus vendu du pays de tous les temps, dépassant même les Beatles. Ses revenus, ainsi que les tournées incessantes de Wings qui ont rempli les stades d'Europe en Amérique, ont reconstitué des comptes qui avaient dangereusement frôlé l'effondrement. Enfin, Paul a ressenti une justification non seulement artistiquement, mais financièrement. Les premières véritables briques de ce qui allait un jour devenir son empire d'1 milliard de dollars ont été posées non pas avec glamour, mais avec des cicatrices. Et pourtant, derrière les chiffres de vente et les jalons, il y avait quelque chose de plus profond, la rédemption. En repensant à ces années, Paul a avoué doucement « La musique est devenue mon échappatoire ». Quand vous perdez les gens qui vous comprenaient sans mots, le seul endroit où vous pouvez encore parler librement est dans une chanson. Ces albums n'étaient jamais que des disques. C'étaient des bouées de sauvetage, des confessions gravées dans le son, des chuchotements de chagrin et d'espoir obstinés, des vœux de persévérance lorsque le silence essayait de l'engloutir tout entier. Ce que le monde saluerait plus tard comme du génie était, dans sa forme la plus vraie, un homme se frayant un chemin hors du désespoir, transformant la faim, le rejet et le chagrin en la fondation de l'un des héritages artistiques et financiers les plus durables de l'histoire. Après être sorti des cendres des Beatles et s'être taillé une carrière solo qui l'a reconstruit note après note, on pourrait imaginer que Paul McCartney avait enfin trouvé un terrain solide. Pourtant, même lorsque les ovations ont tonné et que les comptes bancaires se sont remplis, une autre histoire s'est tranquillement déroulée sous les applaudissements. Une histoire bien plus dévastatrice, écrite non pas dans des chartes ou des contrats, mais dans les fragiles chambres de son âme. Dans le vaste arc de la vie de Paul, aucun chapitre n'est plus douloureusement humain ou plus héroïquement silencieux que son histoire d'amour avec Linda McCartney. Elle n'était pas seulement sa femme, elle était sa boussole, sa collaboratrice, sa confidente, la mère de ses enfants et la force inébranlable qui s'est tenue à ses côtés lorsque la gloire ressemblait à une prison. Ils se sont rencontrés au milieu des années 1960, au sommet vertigineux de la Beatlemania, lorsque Paul, à peine âgé d'une vingtaine d'années, se noyait dans une adoration qui semblait souvent creuse. En Linda, il n'a pas trouvé d'hystérie, mais du calme. Une femme qui a regardé au-delà de la légende et n'a vu que l'homme. Leur lien n'a pas été construit sur le glamour, mais sur des moments trop petits pour les gros titres. Des tasses gaiement de thé à minuit, des rires à propos de toast brûlés, des regards qui disaient des phrases entières. En 1969, à 27 ans, il l'a épousée juste un an avant la dissolution des Beatles.
Pour des millions de personnes, cette séparation a été la mort d'une époque. Pour Paul, la présence de Linda était le salut. Ensemble, ils ont élevé 4 enfants, Mary, Stella, James et Heather, que Paul a embrassés comme les siens. Leur maison, que ce soit dans l'agitation de Londres ou dans la tranquillité de leur ferme écossaise, n'étaient pas d'abord des vitrines de richesse, mais des sanctuaires de rire, de bottes boueuses près de la porte et de dîners où la famille passait avant l'héritage. Linda n'était pas un ornement. Elle a appris le clavier, à braver les répétitions et à marcher sur scène devant des milliers de personnes, endurant les moqueries des critiques qui affirmaient qu'elle n'avait pas sa place. Paul n'a jamais hésité. Sa présence était son défi, sa déclaration que l'amour et non l'approbation du public était le fondement de son art. Mais le destin a frappé avec une précision impitoyable. En 1995, Linda a reçu un diagnostic de cancer du sein à 53 ans, la même maladie qui avait volé la mère de Paul quand il n'avait que 14 ans. Paul, alors âgé lui-même de 53 ans, a été jeté dans une répétition cauchemardesque du chagrin. C'était comme si le temps s'était replié sur lui-même, le ramenant à une blessure qu'il pensait enterrée, mais qui n'avait jamais guéri. Il a avoué plus tard que l'expérience ressemblait à une apocalypse de l'âme. Le 17 avril 1998, Linda est décédée à 56 ans. Paul, à 55 ans, a perdu non seulement sa femme, mais aussi l'encre qui l'avait maintenu entier. Le chagrin n'a pas été fugace. Il s'est infiltré dans chaque silence, chaque parole, chaque ligne gravée sur son visage. Il s'est souvenu une fois que même entrer dans une pièce vide devenait insupportable. L'absence était si lourde qu'elle semblait appuyée contre les murs. La musique, son refuge de toujours, est devenue à la fois un réconfort et un tourment. Chaque accord portait son souvenir. Chaque mélodie faisait écho à la femme aux pieds nus qui chantait autrefois faux dans leur cuisine avec une joie qui surpassait la perfection. Pendant ces années, Paul disparaissait souvent dans la campagne, marchant seul pendant des heures, ne parlant qu'aux fantômes qu'il ne pouvait pas libérer. On ne se remet jamais de la perte de quelqu'un comme ça, a-t-il avoué. On apprend juste à vivre à côté du vide. Et pourtant, même dans cet abîme, Paul ne s'est pas effondré. Il s'est transformé. Il a porté le flambeau de Linda, sa photographie, sa passion pour le végétarisme, les droits des animaux et l'environnement dans le monde comme s'il refusait de laisser sa voix se taire. Il a conservé ces images, leurs vidéos personnelles, même des bribes de sa voix captées sur bande, les traitant comme des reliques sacrées. Par le biais de fondations, d'activisme et de musique, il a intégré son esprit dans son empire, s'assurant que son héritage ne se mesurait pas seulement en souvenirs, mais en action. Dans la saison la plus sombre de sa vie, Paul McCartney n'a pas seulement pleuré, il a transformé le chagrin en un monument d'amour. Et ce faisant, il a montré que derrière chaque grand homme, il n'y a pas seulement une grande femme, mais aussi une histoire d'amour trop fragile pour les gros titres, trop pure pour le cynisme et trop éternelle pour s'estomper. Au moment où Paul McCartney commençait à croire que la vie allait enfin stabiliser sa main et lui accorder à nouveau l'équilibre, un autre chapitre s'est ouvert. Non pas la cruauté silencieuse de la mort, mais un tourbillon de promesses qui ressemblait à une guérison. En 1999, à 57 ans, Paul McCartney portait le poids d'un chagrin qui semblait inséparable de son être même. Une ombre projetée par l'absence de Linda qui s'accrochait à lui comme une seconde peau. Dans ce vide est intervenue Heather Mills, une femme dont la vivacité et l'énergie contrastaient fortement avec le refuge tranquille qu'il avait autrefois connu. Pour Paul, elle était comme une flamme soudaine, illuminant une pièce longtemps abandonnée, une voix chuchotant que l'amour pouvait encore le trouver. Il se souviendra plus tard, rencontrer Heather, c'était comme une porte qui s'ouvrait alors que je pensais que toutes les portes étaient fermées à jamais. Heather elle-même a admis que ce qui l'avait attiré, ce n'était pas la légende, mais l'homme, la tendresse et la gentillesse qui persistaient sous des décennies de gloire et de chagrin. Leur union a été scellée en 2002 alors que Paul avait 60 ans. Un geste audacieux d'ouvrir son cœur malgré les cicatrices qui le faisaient encore souffrir à cause du souvenir. Le mariage, observé par un public mondial et capturé en flash, rayonnait de la lueur d'un nouveau départ hésitant. Dans ces premières années, la vie semblait conspirer doucement en leur faveur. Des photographies les ont capturés se promenant main dans la main dans des rues animées, riant dans des jardins baignés de soleil.
Les yeux de Paul reflétaient l'étincelle faible mais indéniable de l'espoir renaissant. Dans des interviews, il a admis « Je pensais que peut-être, juste peut-être, la vie me donnait une seconde chance ». Cet espoir fragile s'est bientôt épanoui en une joie tangible avec la naissance de leur fille Béatrice en 2003. En la tenant pour la première fois, Paul a ressenti un élan d'amour qu'il pensait depuis longtemps impossible. Comme si l'univers lui-même chuchotait que le bonheur pouvait revenir même après des années de silence et d'absence. Eder a décrit ces années comme un rêve en miniature. Des rires résonnant dans les pièces, de petits gestes, un petit déjeuner partagé, le rire d'un enfant portant le poids des miracles. Pour une fois, Paul s'est permis d'imaginer l'avenir. Un avenir dans lequel l'homme qui pensait que sa capacité à la joie avait péri avec Linda pourrait reconstruire. Brique par brique, sourire par sourire, mélodie par mélodie. Pourtant, contrairement au sanctuaire privé qu'il avait partagé avec Linda, ce chapitre s'est déroulé sous un éclat d'impitoyable. Le monde qui avait autrefois admiré sa résilience l'observait maintenant avec suspicion, examen minutieux et curiosité implacable. Ce qu'il avait espéré être une rédemption tranquille est devenu un théâtre où chaque pas, chaque mot était disséqué et jugé. Des fractures sont apparues tôt, des nuits ont été passées dans une tension tacite, des silences plus lourds que les applaudissements, des mots déformés en gros titres avant même d'être complètement formés. Paul, autrefois emblème d'un amour durable, a maintenant été refondu dans des teintes plus dures et plus impitoyables, caricaturées par une presse qui prospérait sur le scandale. En 2006, des désaccords mineurs s'étaient durcis en de profonds gouffres. L'affection s'est amenuisée en éloignement, le rire en une dispute froide. Ce qui avait commencé comme une tentative de guérir les blessures des pertes passées s'est effondré en acrimonie, en dépôt de plainte et en le bruit des portes qui se referment derrière lui. Lorsque le divorce a été prononcé en 2008, Paul, à 66 ans, n'a pas fait face à une congrégation d'amis ou de famille qui le soutenaient, mais à la dure réalité fluorescente d'une salle d'audience. Il n'y avait pas de chanson d'amour ici, seulement l'éclat dur des caméras capturant chacune de ses expressions, des avocats échangeant des critiques avec une précision clinique et l'écho implacable de l'examen minutieux du public. Eder a exigé des centaines de millions. Le tribunal lui a accordé 24 millions de dollars, un chiffre disséqué dans les tabloïds et les gros titres du monde entier. Pourtant, pour Paul, c'était bien plus qu'une transaction financière. C'était le démantèlement très public d'un amour qu'il avait autrefois cru pouvoir le restaurer. C'était un rappel que même les empires volés construits sur des mélodies, des paroles et une gloire durable ne pouvaient tout des pas protéger le cœur d'être brisé. Contrairement à la mort de Linda qui est arrivée dans un silence privé, c'était un chaos diffusé pour que tous puissent en être témoins. L'amour s'est fracturé, le chagrin a été amplifié, transformé en spectacle. Une perte l'avait dépouillé dans la solitude, l'autre sous l'éclat de millions de personnes. Paul a porté le poids différemment, mais les deux ont laissé des marques profondes et indélébiles. Il a erré à travers les débris de sa vie, non pas avec amertume, mais vidé, portant des cicatrices qui se sont installées dans ses silences, des lignes gravées sur son visage, et une approche prudente de la confiance qui allait perdurer dans toutes les relations par la suite. C'était une période de profonde remise en question, un rappel malvenu que la survie est rarement douce et que même ceux qui ont conquis le monde en chanson ne sont pas à l'abri du chagrin, de la trahison et de l'examen minutieux incessant d'un monde qui ne dort jamais. Malgré tout, la résilience de Paul a persisté. La musique qui avait autrefois été son refuge est maintenant devenue un cadre pour l'endurance, un réconfort privé face au chaos public. Il a émergé tranquillement, cicatrisé mais non brisé. Un homme dont la vie avait été sculptée par l'amour, la perte et le passage incessant du temps. Et bien que les ombres de 2008 soient restées gravées dans sa mémoire et sur son visage. Elles n'étaient ni la fin ni une défaite. Elles étaient le fondement du prochain chapitre. Un autre refrain dans une vie définie par la capacité de transformer le chagrin en chanson, le chagrin en art et la perte en témoignage humain durable. Des amis se souviennent qu'au cours de ces années, il parlait souvent plus avec des pauses qu'avec des mots, son regard dérivant comme s'il était hanté par des souvenirs qu'il n'osait pas partager. Et pourtant, même ici, il a enduré.
Il s'est accroché à ce qui ne pouvait être ni mis aux enchères, ni faire l'objet d'un litige. Ses enfants, sa musique et la résilience tranquille forgée dans des décennies de triomphes fulgurants et de pertes déchirantes. Dans des interviews, il a parlé avec une honnêteté lasse. On ne peut pas toujours prédire comment les choses vont se dérouler. Parfois, on survit simplement. Mais pour Paul, la survie n'était jamais une reddition. C'était un défi, un refus de laisser le chagrin se calcifier en amertume. C'était le choix obstiné de continuer à ouvrir son cœur, même lorsque l'expérience lui avait appris avec quelle facilité il pouvait se briser. Il comprenait peut-être plus que la plupart des gens que l'amour est à la fois la force la plus fragile et la plus nécessaire qui nous soit jamais donnée. Fragile parce qu'il peut se dissoudre en un souffle. Nécessaire parce que sans lui, même les empires se sentent vides. Et c'est peut-être sa vérité la plus humaine. Que derrière la légende, le milliardaire, le scarabée, se tient un homme qui a perdu un amour dans le silence et un autre dans le spectacle et qui a quand même refusé de laisser le cynisme gagner. Pour Paul McCartney, la mesure de la grandeur n'a jamais été seulement dans les hymnes qui nous survivent, mais dans la volonté de croire encore et encore en quelque chose d'aussi cassable que l'amour. Son histoire nous rappelle que le courage n'est pas seulement le rugissement des stades ou le poids de la fortune, c'est l'acte tranquille de se relever, cicatrisé mais non brisé après que l'amour nous ait brisé 2 fois, et de continuer à chuchoter au monde « J'aimerais à nouveau ». Après avoir enduré le silence brûlant laissé par la mort de Linda et la tempête impitoyable de son divorce avec Heather, Paul McCartney a émergé comme un homme portant trop d'hiver dans sa poitrine. Chaque respiration lourde d'absence, chaque sourire bordé de souvenirs. Au moment où il a rencontré Nancy Shevell à la fin des années 2000, il n'était plus le rêveur aux yeux écarquillés de Liverpool, ni la légende fatiguée piégée sous le feu des tabloïds. Il était quelque chose de plus rare, une âme mise à nu par l'amour à 2 reprises, encore assez courageuse pour y croire une 3e fois. Nancy n'est pas arrivée comme la foudre ou le tonnerre. Elle est venue comme une saison, stable, inévitable et assez patiente pour attendre un homme qui avait oublié ce que le calme pouvait être. Une femme d'affaires qui avait mené ses propres batailles privées. Elle portait une compréhension tacite de l'endurance. Pour Paul, c'était la première fois depuis des décennies que l'amour n'arrivait pas déguisé en tragédie ou en spectacle. Il est venu tranquillement comme la lumière du soleil s'infiltrant à travers une fenêtre fissurée dans une pièce longtemps obscurcie. En 2011, à 69 ans, Paul s'est tenu aux côtés de Nancy lors d'une cérémonie si dépouillée qu'elle semblait presque défier le chaos de son passé. Pas de gros titres fiévreux, pas de race de marée de caméras, pas de public exigeant d'être témoin de ses vœux, juste 2 personnes se choisissant l'une l'autre en silence, prouvant que l'amour peut chuchoter plus fort qu'il ne crie. Avec Nancy, il n'y avait pas de fantômes à chasser, pas de scènes à dominer, pas de mythes à défendre. Ce qui a grandi entre eux, c'était la simplicité, des petits déjeuners partagés, des promenades du soir au bord de la mer, des rires non aiguisés par la performance, un rythme aussi doux que 2 battements de cœur qui finissent par se synchroniser. Les amis qui sont venus lui rendre visite l'ont remarqué instantanément. Les bords adoucis, le rire non forcé, le sentiment que Paul, après des décennies à porter le poids du regard du monde, l'avait enfin déposé. Il décrira plus tard Nancy non pas avec grandeur, mais avec gratitude, la qualifiant de pilier de force et d'équilibre. Une phrase qui ressemble moins à un compliment qu'à un aveu, une admission qu'elle l'avait aidé à retrouver le calme qu'il avait cherché pendant la plus grande partie de sa vie, et c'est peut-être la révélation la plus extraordinaire de l'histoire de Paul McCartney, qu'après des décennies de stades en éruption, de scandales en écho, de triomphes célébrés et de chagrins endurés, le véritable crescendo de sa vie n'a pas été un autre record brisé ou une autre fortune gagnée. C'était la grâce ordinaire d'un amour qui n'exigeait rien et qui donnait tout. Avec Nancy, Paul a découvert que parfois la plus grande musique ne s'entend pas sur une scène, mais se ressent en silence. Le silence d'un homme enfin capable d'expirer, le silence de la guérison après une symphonie de chagrin. Au crépuscule d'une vie à la fois brillante et brutale, Paul McCartney a trouvé quelque chose d'encore plus rare que l'immortalité à travers la chanson.
Il a trouvé la paix non pas dans le rugissement des applaudissements, mais dans la certitude tranquille que l'amour, lorsqu'il est réel, n'a pas besoin d'un public. Même dans la sérénité de ces dernières années, Paul McCartney porte en lui des chapitres qu'aucun applaudissement ne peut effacer. Des chapitres gravés dans l'ombre autant que dans la lumière. Les années 1960 ont catapulté les Beatles dans une stratosphère de gloire qu'aucun artiste n'avait jamais navigué auparavant. Mais ce que le monde célébrait comme de la gloire, Paul le ressentait souvent comme une pression assez forte pour couper. À seulement 22 ans, il se tenait sur des scènes devant des dizaines de milliers de personnes. Son visage apparaissait dans les magazines, sa voix diffusée à la radio sur tous les continents. Pourtant, derrière ce brasier de reconnaissance se cachait un jeune homme à peine capable de respirer. Désespéré de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui puisse engourdir la solitude de vivre à l'intérieur d'une tempête qui ne s'arrêtait jamais. Ce n'était pas pour le plaisir, chuchotera-t-il plus tard, avec une honnêteté désarmante. C'était juste pour suivre le rythme, pour ne pas se sentir si seul dans le bruit. La glissade a commencé tôt à Hambourg vers 1960 lorsque des stimulants étaient distribués comme des bonbons à des adolescents épuisés forcés de jouer des concerts de 8 heures dans des clubs enfumés. Les nuits se sont estompées en matinée, les guitares en ampoule et la musique en survie. En 1964, après une nuit fatidique dans un hôtel de New York avec Bob Dylan, Paul a été initié à une autre substance qui allait rester dans son orbite pendant des années. Ce n'était pas de la rébellion, c'était de la curiosité, de la confusion et la recherche frénétique d'un point d'ancrage alors que la Beatlemania devenait incontrôlable. D'autres expériences ont suivi, des ombres tournant autour de la périphérie de son éclat. Non pas parce qu'il avait envie de ténèbres, mais parce que le silence était devenu impossible. Pourtant, même dans ces années imprudentes, il a tracé des lignes invisibles, évitant les poisons les plus destructeurs, sentant qu'au-delà d'eux se trouvait un abîme dont il ne reviendrait jamais. Pourtant, chaque choix a laissé des rides, et les rides ont une façon de se transformer en vagues. Les conséquences sont venues comme des coups. Des arrestations en Suède, en Écosse, à la Barbade, chacune enlevant une autre couche de liberté. Mais le coup le plus dur est tombé en janvier 1980. À 38 ans, Paul a atterri au Japon pour une tournée et a plutôt été menotté, 9 jours derrière les barreaux pour une accusation de possession. Son nom a fait la une des journaux. Ses camarades de groupe renvoyés chez eux sans lui. Pour le monde, c'était un scandale. Pour Paul, c'était quelque chose de bien pire. L'humiliation. Je n'essayais pas d'être un criminel, a-t-il avoué des années plus tard. Je me suis juste fait prendre dans un monde que je ne savais pas gérer. Dans cette cellule étroite, sous les lumières fluorescentes qui ne clignotent pas, il s'est senti dépouillé non pas de sa gloire, mais de son moi réduit au silence, fixant des murs qui n'offraient aucune échappatoire. Un homme emprisonné par le chaos même dont il pensait que la musique le libérerait. Ces jours ont laissé des cicatrices que les applaudissements ne pourraient jamais effacer. Et pourtant, le temps a une façon de transformer les blessures en sagesse. En 2015, à 73 ans, Paul a fait un choix tranquille mais monumental. Il s'est éloigné de toute substance récréative, non pas par peur, non pas par pression, mais par amour pour ses petits-enfants. On arrive à un point, a-t-il réfléchi, où on réalise que son influence va bien au-delà de soi. Il regarde comment tu vis, pas ce que tu dis. Cette décision n'était pas une fin, mais une rédemption, pas une reddition, mais un acte de défi contre les ombres qui le suivaient autrefois. C'était la preuve que même les légendes doivent se confronter à elles-mêmes, et que la victoire arrive souvent non pas dans le rugissement du stade, mais dans le triomphe silencieux de dire non. Maintenant, à 83 ans, Paul parle de ces années avec une franchise qui ressemble à une bombe. Il ne les embellit pas et ne les nie pas non plus. Il les raconte telles qu'elles étaient. Une vie brillante vécue sous des lumières brutales où certains chemins menaient non pas aux ovations mais à des leçons gravées dans l'os. Les ténèbres n'ont jamais disparu, mais elles ne l'ont pas non plus défini. Elles sont devenues une partie de la mosaïque d'un homme qui a trébuché mais a continué à marcher, qui a saigné mais a continué à chanter. Et en cela, Paul McCartney offre une vérité aussi intemporelle que sa musique.
La rédemption n'est pas un grand rappel, c'est le choix tranquille, fait encore et encore, de s'élever au-dessus de ses propres ombres et d'enseigner en vivant que même les chemins brisés peuvent encore mener à la maison. À 83 ans en 2025, Paul McCartney n'est pas seulement le musicien le plus riche en vie. Sa valeur nette, maintenant estimée à 1,2 à 2 milliards de dollars, le couronne au-dessus de tous dans l'histoire de l'enregistrement, mais aussi l'homme qui a prouvé que la fortune ne se construit pas uniquement sur des chiffres. Son empire s'étend sur tous les continents, des domaines tentaculaires enveloppés de souvenirs, des voitures anciennes brillants comme des reliques d'une époque. Même un jet privé qui l'élève au-dessus du bruit qu'il ne pouvait autrefois pas faire taire. Son garage est moins une collection qu'un musée, des Rolls-Royce Phantom qui ont autrefois transporté les Beatles à travers des foules hurlantes, une Aston Martin DB5 brillant comme l'esprit même des années 1960, des Jaguars, des Bentley, chacune un jalon plutôt qu'un trophée. Et pourtant, de tous ces trésors, aucun n'est plus cher que ses instruments. La basse Hofner qui a chanté à travers Yesterday et Hey Jude, des guitares usées par des décennies d'empreintes digitales. Chaque corde vibrant avec l'histoire. Ces objets ne sont pas de l'indulgence, ce sont des artefacts de survie, des témoins silencieux d'un homme qui a transformé le chagrin en architecture, l'exil en sanctuaire et les cicatrices en chansons qui le paient maintenant à perpétuité. Cela a commencé non pas dans des manoirs, mais dans la pénurie. Liverpool, 20 Lynn Road, une maison de ville étroite où Paul a été élevé dans l'ombre de la guerre et du besoin. En 1956, à l'âge tendre de 14 ans, Paul McCartney a fait face à une perte si profonde qu'elle a semblé le creuser de l'intérieur. Sa mère, Mary, est décédée, laissant un silence qui a pesé comme un poids qu'il ne pouvait ni soulever ni fuir. Ce vide silencieux et oppressant aurait pu l'écraser complètement. Pourtant, à l'intérieur, il a découvert une bouée de sauvetage, une guitare. Il l'a ramassée et a commencé à gratter, à laisser la musique le tirer hors des ombres du chagrin. La musique m'a sauvé, réfléchira-t-il des décennies de plus tard. La déclaration simple mais infiniment puissante. La maison où ses premiers accords ont résonné, plus tard préservés par le National Trust, ne se dresse pas comme un monument à la richesse ou à la gloire, mais comme un sanctuaire à la résilience, le lieu de naissance d'une révolution sonore qui se répandrait sur des générations. C'est un endroit où le silence a été transformé en mélodie, le chagrin en harmonie et le chagrin d'un garçon en la fondation d'un empire musical. Au milieu des années 1960, alors que les Beatles atteignaient des sommets que personne n'aurait pu prédire, le 7 Cavendish Avenue à Londres est devenu la forteresse de McCartney, à quelques pas des studios sacrés d'Abbey Road. À l'intérieur de ces murs, des classiques tels que Let It Be, Blackbird et Hey Jude ont d'abord pris leur souffle, chuchotés à la vie par un jeune homme aux prises avec la gloire et avec lui-même. La maison, un sanctuaire modeste au milieu du chaos du monde, contenait à la fois l'éclat et les turbulences dans ses pièces. Et des décennies plus tard, en 2011, elle accueillera sa réception de mariage avec Nancy Shevell. Un moment de boucle bouclée prouvant que même les espaces marqués par la jeunesse et la tourmente pouvaient bercer de nouveaux départs. Les murs qui contenaient autrefois les premières étincelles du génie ont maintenant été témoins d'un amour tranquille. Un témoignage de la capacité de Paul à récupérer à la fois la mémoire et l'espoir dans le même espace. Après la dissolution des Beatles en 1970, le refuge de Paul n'était plus un studio de ville animée ou l'éclat des scènes de concert. Au lieu de cela, il a trouvé du réconfort dans les champs balayés par le vent de High Park Farm en Écosse, où il pouvait sentir la terre sous ses pieds et le vent contre son visage. Brisé, abattu et se demandant si la musique avait encore un sens, il a découvert que la guérison ne venait pas des applaudissements, mais de la simplicité de la vie avec Linda et leurs enfants. De ces années difficiles a émergé Mull of Kintyre, un hymne à la terre, à l'amour et à la persévérance qui éclipserait même les précédents triomphes d'Irkis des Beatles en Grande-Bretagne. Des années plus tard, à Blossomwood Farm dans le Sussex, Paul a planté un pin offert par George Harrison avant sa mort en 2001. « Je lui parlais parfois comme si je parlais à George », a-t-il admis,
illustrant comment même un arbre pouvait devenir un pont à travers le temps et la perte, un compagnon silencieux à travers le chagrin que la gloire ni même la mort ne pourraient rompre. De l'autre côté de l'Atlantique, dans les Hamptons, Paul a préservé la maison que Linda avait adorée, refusant de la vendre après son décès en 1998. Le porche, les pièces, la lumière, tout est resté intact, un musée vivant de leur vie commune. Beverly Hills offrait un autre refuge, un manoir où ils pouvaient pleurer, écrire et respirer lentement à nouveau, sans l'éclat des yeux du public. Pourtant, toutes les demeures opulentes ne pouvaient offrir du réconfort. Un penthouse de Manhattan, malgré son luxe, se sentait vide et étouffant, incitant Paul à le vendre à perte. Les planchers de marbre et les vues sur l'horizon ne pouvaient pas remplacer la chaleur ou la connexion humaine. Même son jet privé, élégant et imposant, n'était pas simplement un outil de commodité, c'était un vaisseau d'évasion, un moyen de récupérer la solitude lorsque les demandes du monde devenaient insupportables. Les véhicules étincelants dans son garage, autrefois symbole de triomphe, portaient des échos de voyages passés, des arrivées dans des stades, des départs de funérailles, des évasions du chagrin. Chaque possession, qu'il s'agisse d'une maison, d'un jet ou d'un instrument, a toujours été plus que de la richesse. Elle a été témoin, archive et sanctuaire. La vérité la plus profonde de Paul McCartney réside peut-être ici. Son empire se mesure non seulement en milliards ou en domaines, en moteurs ou en cordes, mais dans la façon dont il a transformé chaque espace en sanctuaire, chaque objet en souvenir, chaque perte en mélodie qui lui survit. En réfléchissant à la mort de Linda, il a dit un jour « On ne se remet jamais de la perte de quelqu'un comme ça, on apprend juste à vivre à côté du vide ». Ce vide a façonné ses maisons, ses choix, son art et finalement son héritage. Au crépuscule de sa vie, sa fortune parle moins d'indulgence que d'endurance. Son catalogue continue de rapporter pendant qu'il dort, ses maisons préservent les chapitres passés et ses instruments portent l'empreinte de l'histoire. Pourtant, la richesse la plus vraie de Paul McCartney est bien plus intangible. C'est la résilience de se relever encore et encore du silence vers la chanson, prouvant qu'aucun fantôme, aucun chagrin et aucune absence, aussi lourd soit-il, ne peuvent faire taire la musique d'une âme déterminée à ne jamais se rendre. À 83 ans en 2025, la vie de Paul McCartney ne se lit pas comme un chapitre de clôture, mais plutôt comme une symphonie gonflée de mouvements, une harmonie de solitude, d'amour, de but et d'un dévouement inébranlable à la musique qui semble tissée dans le tissu même du temps. Il divise ses journées entre Londres, le Sussex et les Hamptons. Pourtant, ce sont bien plus que de simples maisons. Ce sont des archives vivantes, des dépositaires de souvenirs où les échos du garçon de Liverpool se mêlent aux traces du scarabée qui a changé le monde. Le mari qui a enduré une perte inimaginable. Et l'aîné homme d'État de la musique dont les pas, bien que plus lents maintenant, portent le poids de l'expérience avec grâce. À ses côtés se trouve Nancy Shevell, un point d'ancrage inébranlable qui l'a aidé à redécouvrir l'équilibre après des décennies de tempêtes. Leur amour est tacite mais palpable. Des dîners tranquilles où le rire nourrit plus que la nourriture. Des promenades dans le jardin au coucher du soleil et le genre de calme qu'aucune gloire ou fortune ne peut perturber. Pour Paul, ces petits moments apparemment ordinaires sont des miracles, de précieux fragments de paix qu'il craignait autrefois de ne plus jamais connaître. Et pourtant, la sérénité n'a jamais fait taire la mémoire. Dans les yeux de Paul scintillent encore les fantômes de son passé, sa mère Mary, perdue à seulement 14 ans, dont l'absence a façonné le garçon en homme, Linda, dont la chaleur remplissait autrefois tous les coins de sa vie, John Lennon, son frère musical, dont la voix a été réduite au silence trop tôt, et George Harrison, dont la guitare bourdonne encore à travers les feuilles bruissantes à Blossomwood Farm. Dans une interview en 2023, Paul a mis doucement « Et il y a des nuits où je tends encore la main vers des souvenirs qui ressemblent à de la fumée. Je crains le jour où je ne pourrai plus me souvenir de leur voix. » Plutôt que de le diminuer, cette honnêteté approfondit sa présence.
C'est un rappel que même les légendes portent le chagrin, que la véritable grandeur n'est pas d'éviter la perte, mais dans la façon dont on la porte. Et Paul l'a portée avec une grâce étonnante. Physiquement, il reste fort, son corps discipliné, entretenu avec une alimentation à base de plantes, du yoga quotidien et de longues promenades qui soutiennent à la fois le cœur et l'esprit. Les vices imprudents de la jeunesse ont été mis de côté non pas avec remords, mais avec but pour ses enfants, ses petits-enfants et pour lui-même. Les lignes maintenant gravées sur son visage ne sont pas des signes de déclin, mais des hiéroglyphes d'une expérience vécue, des inscriptions marquant une vie de triomphes profonds et de chagrins profonds. Son humour conserve son éclat. Sa créativité continue de chercher, de sonder, d'explorer. En 2024, il est remonté sur scène avec la tournée Got Back, traversant les continents pour jouer devant des publics couvrant 3 générations. Les arènes bondées à craquer étaient moins une question de spectacle que de retrouvailles, tranquille. Des millions de voix jeunes et vieilles chantant des chansons qu'elles n'avaient jamais vécues, portant pourtant le rythme cardiaque de ces mélodies. Ce n'étaient pas de simples concerts, ils étaient un témoignage du pouvoir durable de la connexion de la musique comme pont, de l'art comme mémoire vivante. Pourtant, Paul ne se repose pas uniquement sur ses lauriers passés. En date du 4 août 2025, son nouvel album studio est terminé, un témoignage frais de la créativité sans limite de l'âge. Sa sortie signale que le véritable art ne s'estompe pas et que le but ne nécessite aucune retraite. Au-delà de la musique, la vie de Paul a été un acte continu de générosité. Au cours des décennies, il a tranquillement fait don de plus de 100 millions de dollars à des causes qui reflètent portement ses valeurs. La protection de l'environnement, les droits des animaux, les secours humanitaires et l'éducation musicale pour les générations futures. Bien que les détails de son testament restent privés, il est largement admis que son héritage sera divisé entre ses enfants et les missions philanthropiques qu'il a nourries comme une seconde mélodie. Pour Paul, comme dans sa musique, la richesse la plus vraie n'a jamais été dans les possessions, mais dans le don, dans l'extension de la mélodie de la vie au-delà de soi. Paul McCartney, à 83 ans, est plus qu'une icône vivante. Il est la preuve que l'amour peut renaître de ses cendres, que le chagrin peut être transformé en art et que la musique, lorsqu'elle est née de l'honnêteté, peut survivre même au temps lui-même. Il se déplace dans la vie avec vénération pour le passé, gratitude pour le présent et un émerveillement tranquille pour l'avenir. Si vous vous êtes déjà senti porté par Hey Jude, réconforté par Let It Be ou réveillé par Blackbird, alors son histoire est inséparable de la vôtre. Sa musique a toujours été plus que des notes. C'est la mémoire, le refuge et un rythme cardiaque partagé à travers les générations. Elle nous rappelle que le plus grand héritage n'est pas la gloire ou la fortune, mais la capacité de transformer le chagrin personnel en chanson collective pour que les étrangers se sentent moins seuls dans le monde. Même maintenant, dans la sérénité de ces dernières années, Paul incarne cette vérité. Derrière le calme, le rire et les pas mesurés se cache une vie de résilience. Un homme qui a enduré la perte, qui a survécu au spectacle et au silence, et qui choisit encore de se relever encore et encore. Les plus grands applaudissements qu'il connaisse ne se mesurent pas en décibels, mais dans l'affirmation tranquille que l'amour, lorsqu'il est nourri et partagé, ne meurt jamais. En cela, Paul McCartney a réalisé non seulement l'immortalité dans la musique, mais le miracle durable du cœur humain, toujours capable d'espoir, de renouveau et de chansons. Chaleur, chaleur.